Hola chica et bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis hyper heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode qui va être un petit peu particulier. Je dis que tous mes épisodes sont particuliers, il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. Je voulais que dans cet épisode, tu apprennes un petit peu mieux à me connaître. J'ai toujours été frustrée en fait sur les réseaux sociaux parce que on partage à chaque fois des bribes d'histoire dans les stories, dans les posts, etc., sans jamais vraiment rentrer, on va dire, dans la profondeur et sans jamais qu'il y ait un fil rouge entre chaque moment clé de notre parcours. Et c'est pour ça que je voulais, dans cet épisode, vraiment, on va dire, regrouper, que ça soit mon parcours avec le human design, avec l'énergétique, la spiritualité, comment je suis rentrée dans l'entrepreneuriat après mon expérience en tant que salariée, quel a été mon parcours depuis que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir que en human design, j'ai un profil 3-5, donc avec une ligne 3 et une ligne 5. Une ligne 3 en human design, c'est la ligne de l'expérimentation. C'est-à-dire que c'est une personne qui a tendance à énormément expérimenter dans sa vie et à faire des, entre guillemets, essais-erreurs dans son parcours. Voir ce qui marche et ce qui marche pas et apprendre en fait de justement ces erreurs qui peut justement faire des back and forth. Ok, ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je réexpérimente. C'est une ligne aussi qui est hyper résiliente et je pense que c'est vraiment ça qui décrit mon parcours. Et cette ligne, elle est vraiment faite en fait pour voir aujourd'hui ce qui marche, voir ce qui marche pas et partager justement aux autres les deux facettes de cette pièce. De pas partager uniquement les réussites, mais aussi de partager entre guillemets les échecs, même si j'aime pas forcément ce mot et je suis pas du style à penser qu'il y a des échecs dans la vie, mais juste des leçons. J'espère que mon histoire, mes leçons vont t'aider, vont t'inspirer. Et c'est parti! Il faut savoir qu'à la base, je suis une personne qui est hyper cartésienne. J'ai fait un bac S au lycée, je suis quelqu'un qui a toujours adoré les maths, les chiffres. J'ai toujours aimé ce qui était logique. Et tout au long de ma vie, j'ai toujours cherché à comprendre. Un truc qui est hyper drôle, c'est que quand j'étais petite, j'étais fascinée par la lune. Me demandez pas pourquoi, je demandais toujours à mon père et ma grand-mère, mais pourquoi la lune elle est aussi grosse? Pourquoi la lune elle est là? Pourquoi elle existe? Ça me fascinait de voir un truc aussi brillant et aussi rond et aussi gros dans le ciel. Donc pardonne ce postulat-là, c'est vrai que c'est assez drôle comment je suis. Alors il faut savoir aussi que j'utilise toujours des superlatifs. Donc t'étonnes pas si je te lâche des c'est hyper drôle alors que c'est pas vraiment drôle. Bref, t'as compris le truc. Et tout au long de mon parcours, depuis que j'ai fini le lycée, on peut dire que j'ai toujours tout fait à ma sauce. Je vais t'expliquer, tu vas très vite comprendre pourquoi. Après le lycée, on voulait absolument de moi que je fasse une prépa. J'étais une très bonne élève à l'école, donc c'était, on va dire, à peu près la suite logique. J'ai pas voulu faire de prépa parce que moi, à cette époque, j'avais envie de partir de la petite ville où j'étais et où j'ai vécu une partie de ma vie. J'avais envie d'aller dans une grande ville, j'avais envie de vivre. Du coup, au lieu de faire une prépa, je suis partie faire une licence en marketing et en communication en école de commerce à Bordeaux. Et je me suis vite lassée des études. À partir du moment en fait où j'avais quasiment fini ma licence, il a fallu se dire ok Eva, qu'est-ce que tu fais après? Moi, j'en avais marre des études. Je me disais vraiment à quoi bon perdre 2 ans en master, surtout s'il fallait payer et renchaîner avec un prix étudiant. Je me suis dit mais à quoi bon faire 2 ans de master juste parce que tu sais pas ce que tu vas faire et que c'est la suite logique des choses. Ce que je voulais faire, c'était de la vidéo. Et je suis tombée dedans en école de commerce suite à mes expériences associatives. Pendant ces années d'études, j'ai acheté mon premier appareil photo. Je me suis formée toute seule à la vidéo, au montage vidéo, à la photo. C'est durant ces années que j'ai commencé déjà à toucher à l'entrepreneuriat. Je m'étais inscrite sur des plateformes en freelance pour faire du montage vidéo. J'ai donné à des professionnels mes premiers cours de montage vidéo. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, je pense, qu'est née vraiment cette fibre entrepreneuriale. Je me sentais utile et je savais que j'avais des choses à partager, donc j'avais envie de les partager. C'est là où j'ai commencé vraiment à toucher à ma créativité, à commencer à expérimenter et à me découvrir en fait hors de ce cadre hyper logique, hyper école. Il faut savoir que j'ai toujours été une très bonne élève à l'école, j'ai toujours suivi les règles, entre guillemets. Ouais, là, je faisais les choses pour moi. Je faisais pas les choses parce qu'il fallait que je les fasse. Du coup, à la fin de ma licence, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de me lancer à mon compte en tant que vidéaste freelance. Et honnêtement, je voyais pas les risques. J'étais vraiment juste, c'est ce que j'aime. Pourquoi est-ce que je ferais pas ce que j'aime de ma vie?
Et forcément, ma famille, mes parents, ils ont commencé à freak out un petit peu parce que je voulais pas faire de master, je voulais arrêter juste, entre guillemets, quand je mets juste, avec une licence. Aucun des membres de ma famille n'est à son compte, la plupart, ils sont tous salariés. Ils ont toujours suivi la voie du salariat, ce qui est le plus stable, ce qui est le moins risqué. Donc, quand je leur ai dit ça, ils ont pris peur, ils ont vu les risques. Et c'est vrai que du coup, vis-à-vis de ça, la raison a vite repris le dessus. Et du coup, au lieu de faire un master ou de me lancer à mon compte, je suis partie faire mon stage de fin d'études en agence de communication au Luxembourg. Alors, il faut savoir que moi, à la base, je viens du Sud-Ouest. J'ai jamais mis un pied au-dessus de Paris. Et c'est assez drôle comment j'ai trouvé mon stage. J'étais quand même butée, même si je me suis dit, ok, Eva, tu te lanceras pas tout de suite à ton compte en tant que vidéaste. Je voulais quand même bosser en vidéo. Du coup, j'ai tapé dans la barre de recherche sur Job Teaser à l'époque, vidéo. J'ai apply sur tous les stages de fin d'études en vidéo. Je me suis même pas posé la question. Vraiment, j'ai juste regardé vidéo, vidéo, vidéo et j'ai cliqué, envoyé les CV, j'ai fait l'aide de motivation, etc., etc. C'est pas moi qui ai trouvé le stage. C'est vraiment le stage qui m'a trouvé, le Luxembourg qui m'a trouvé. Du coup, je suis partie toute seule au Luxembourg. Ça m'a jamais dérangée de partir loin de ma famille. Comme après le lycée, j'avais envie de liberté, j'avais envie de partir. Il faut savoir que j'ai des parents divorcés, j'ai un contexte familial un petit peu compliqué. Donc moi, même si j'adore ma famille, ça m'a jamais posé de problème de vivre loin d'eux. J'ai jamais eu ce besoin, comme d'autres personnes, de vivre proche de ma famille. Et donc j'ai reconstruit ma vie là-bas. Et 6 mois après ce stage qui s'est hyper bien passé, on m'a proposé du coup un CDI alors que j'avais 20 ans à l'époque. J'ai pas hésité très longtemps à accepter ce CDI. Je savais que je finirais au fond de moi par me lancer à mon compte, par être entrepreneur au bout d'un moment. Ça finirait par arriver. C'est comme s'il y avait en fait cet appel au fond de moi qui était là, mais l'appel de la stabilité, l'appel de prendre le moins de risques possible, ont été plus forts qu'entreprendre et me lancer à mon compte. Ça n'empêche que j'ai adoré mon expérience en CDI. J'avais énormément de liberté sur mes missions. Il faut savoir que c'était une petite structure, donc j'avais beaucoup de responsabilités à mon âge. Je faisais ce que je kiffais, je faisais de la vidéo, je donnais des formations, je faisais de la gestion de projet, j'organisais des événements, je m'habillais vraiment en mode corporate et je voyais des clients hyper importants. Je me sentais importante. Au-delà de ça, mon expérience au Luxembourg, elle a été juste incroyable. C'est un pays avec énormément de nationalités différentes, avec une multiculturalité, une ouverture d'esprit qui est juste ouf. Et moi, ce que j'aime le plus quand je voyage, c'est vraiment les expériences. C'est m'entourer justement de personnes qui sont complètement différentes de moi, qui viennent de l'autre bout du monde, avec qui justement je peux échanger et qui ont une vision complètement différente de la vie. Et c'est baigner dans ce genre d'environnement qui m'épanouit le plus aujourd'hui. J'ai toujours su au fond de moi que je vivrais pas en France. J'ai trop besoin de cette ouverture d'esprit, de m'entourer justement de ce type de personnes-là. Et c'est vraiment le truc qui me manque le plus en France aujourd'hui. À cette période, je voyageais quasiment tous les mois. Je gagnais très bien ma vie. Je gagnais plus de 55 000 €, je crois, alors que j'avais 22 ans. Et puis au bout de 2 ans, j'ai commencé à m'ennuyer. Je suis tombée dans le rythme plan-plan du salariat, c'est-à-dire que je bossais de 8h à 18h, ensuite j'allais à la salle de sport, je sortais tous les week-ends et ma vie vraiment en fait se ressemblait et c'était devenu toujours la même chose. C'était recommencer encore, encore, toutes les semaines, toujours la même chose. Et le point le plus important, il me manquait énormément de sens dans ce que je faisais. Oui, c'était utile pour certaines personnes, pour faire des vidéos pour certaines entreprises et pour qu'elles fassent encore plus d'argent, mais pour quel but en fait? Enfin, à quoi ça servait? Pour venir couronner le tout, j'étais dans une situation assez compliquée avec mon patron. Il faut savoir que c'est une personne qui était vraiment dans le mindset old school, c'est-à-dire que pas de télétravail, il était vraiment dans cet état d'esprit de no pain, no gain. Si tu veux réussir, il faut que tu bosses, il faut que tu bouffes des clous et des cailloux. Donc c'est vraiment tout qui s'enchaînait. Je trouvais plus de sens à ce que je faisais, je ressentais plus aucune motivation et au point où la situation était devenue vraiment catastrophique, j'ai fini par subir du harcèlement moral par mon patron et j'en suis arrivée à un stade où il fallait que je parte le plus vite possible. Il faut savoir qu'au Luxembourg, c'est pas comme en France et si on démissionne, on n'a pas de chômage. Du coup, je me suis retrouvée face à 2 choix. Le premier, c'était de retrouver un taf en communication au Luxembourg dans une grosse boîte. J'avais pas mal de contacts, donc je pense honnêtement que j'aurais pas vraiment eu de mal à retrouver un taf. Et ça réglait un problème, mais ça réglait pas le problème de fond qui est que
je trouvais plus aucun sens dans ce que je faisais. Et ça voulait dire quoi? Retourner dans un truc plan-plan, bien payé, à vivre ma vie qui se ressemble, qui recommence en fait toutes les semaines. Non, je voulais pas de ça, je suis trop jeune pour ça. Je voulais pas juste ça, je veux vivre. Je veux pas juste vivre quand je pars en vacances et que quand je pars en voyage. Et la deuxième option, c'était qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? L'option d'être vidéaste en freelance me faisait plus autant vibrer que ça l'était à l'époque. Donc j'ai choisi l'option 2 et j'ai pris la décision de reprendre mes études et de faire un master. Je suis pas vraiment sûre qu'il me serve aujourd'hui, mais bon, au moins c'est fait, c'est fait. Du coup, j'ai tout quitté, encore une fois, pour venir à Lille, pour faire un master en entrepreneuriat qui a duré 1 an et demi. Et quand je suis arrivée à Lille, je me suis jurée que si je revenais en France, c'était pour une durée déterminée. Et là, je suis encore à Lille et je suis encore en France, mais j'ai la conviction et j'ai la certitude que je resterai pas et que c'est pour une durée déterminée. J'ai commencé mon master et c'est vrai que j'ai vite déchanté. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je pensais honnêtement que ça allait m'aider à m'éclairer sur mon avenir, sachant que je revenais, on va dire, dans un contexte un petit peu trouver son orientation, trouver ce qu'on a envie de faire, etc., etc. Mais ça m'a donné une chose que j'avais oubliée, le temps. Et c'est vrai que quand j'étais en CDI, j'y pensais pas, mais j'étais la tête dans le guidon H24. J'enchaînais mes journées, j'enchaînais mes week-ends, j'enchaînais mes semaines, sans vraiment en fait prendre du recul et penser à la bigger picture et à ok, c'est quoi ma vision, qu'est-ce que toi Eva justement tu as envie de ta vie. Et quand on est tout le temps la tête dans le guidon, on oublie à quel point c'est important d'avoir du temps et de prendre du recul. Et cette année de master, c'est ça vraiment qu'elle m'a apporté. On va dire que ça a été, entre guillemets, une pause. Et tu réfléchis à, ok Eva, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et ce travail de trouver ce que j'avais envie de faire, je ne l'ai pas fait toute seule. Et je me suis fait accompagner par une coach en transition professionnelle. C'est la première fois que j'investissais en moi auprès de quelqu'un. Ça a été un big stretch. Ça a été hyper inconfortable pour moi. Mais j'avais cette petite voix au fond de moi qui me disait, Eva, écoute-toi et fais-le, vas-y, même si ça te fait peur. J'avais déjà lu des livres de dev perso, mais c'était vraiment la première fois, avec cette coach notamment, que j'intégrais les notions de croyances limitantes, de mindset, de manifestation et d'outils de connaissance de soi. Petite parenthèse, je mettrai les liens, notamment le contact de cette coach-là, dans la description, comme ça, vous aurez tout. Revenons aux outils de connaissance de soi. Donc elle utilise la numérologie stratégique. J'avais fait des tests de personnalité auparavant, mais je trouvais ça honnêtement un petit peu bullshit. Et je trouvais que ça te mettait énormément dans des cases. C'est-à-dire qu'on te dit que t'es introverti ou que t'es extraverti. On te dit suite au test que t'es faite pour être politicienne ou que t'es faite pour être avocate. Ça te met trop en fait justement dans des cases et j'aimais pas du tout cette notion-là. Donc au début, j'avais un peu d'a priori avec la numérologie stratégique, mais je suis vraiment tombée sur le cul d'à quel point c'était véridique et à quel point en fait ça mettait des mots sur moi qui je suis. Et c'était pas te mettre dans une case donc de t'es ci ou t'es ça, c'était vraiment en fait mettre des mots sur les différentes facettes que moi j'avais de qui j'étais. Donc j'ai commencé en tant que coach sportive nutrition et mindset. Il faut savoir que le sport et notamment la musculation, c'est avec moi depuis 5 ans maintenant. Ouais, 5 ans. Et c'est vraiment une discipline qui a changé ma vie. Ça a énormément augmenté ma confiance en moi. Ça a grandement amélioré mon rapport avec moi, mon rapport avec mon corps. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais faire vivre à d'autres personnes. Tout s'est passé hyper vite après la fin de l'accompagnement et après que j'ai su vraiment moi ce que je voulais faire. J'ai commencé à suivre mes premières formations en parallèle de mon master. J'ai créé mon offre et il faut savoir que j'ai tout de suite su la nécessité d'investir en moi et de prendre une coach business. Donc je me suis pas posé de questions, je suis pas passée par 4 chemins, je me suis direct fait accompagner. Et dans mon offre, j'étais sûre de un truc, je voulais ajouter un outil de connaissance de soi. Je voulais pas que ça soit la numérologie stratégique parce que je trouve que c'était pas forcément adapté aux besoins de ma cliente et aux besoins de mon offre. Du coup, j'ai fait des recherches sur plusieurs outils, j'en ai testé plusieurs. J'étais pas forcément convaincue jusqu'à ce que je tombe sur le Human Design. Enfin, je pense que c'est plutôt le Human Design qui est tombé sur moi. Je l'ai expérimenté sur moi et je suis tombée encore plus sur le cul que ma première expérience avec la numérologie stratégique.
J'ai eu énormément de révélations sur ma façon de fonctionner, la manière dont mon énergie fonctionne, ma manière d'interagir avec les autres. Et honnêtement, j'ai pas hésité 2 secondes, je savais que c'était ça. Donc en mars, avril de l'année dernière, j'ai lancé mon offre, j'ai trouvé mes premières clientes, j'ai commencé du coup à coacher. J'étais sûre que je voulais faire ça de ma vie. Le fait de coacher, le fait d'accompagner, le fait de me sentir utile, tout me disait que j'étais faite pour ça. Même mon human design me disait que j'étais faite pour ça. En parallèle de mon master, du coup, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir que j'ai toujours été quelqu'un d'hyper ambitieuse. J'y suis toujours allée à fond sans forcément me poser de questions. Et quand j'ai commencé, je me suis vraiment dit, tant que j'ai pas de cliente, tant que j'ai pas mon objectif, je ne m'arrête pas. Je m'étais même dit à l'époque, et c'est là que je me rends compte à quel point j'étais quand même folle, je m'étais dit que je rentre pas chez moi en vacances tant que j'ai pas atteint mon objectif. Rentrer chez moi, ça sera ma récompense. C'est assez drôle avec du recul de se rendre compte à quel point on était tarés. Enfin bref. À cette époque-là, je regardais beaucoup les modèles d'entrepreneuriat à la Yomi Denzel, à la Antoine Blanco, à la Margot Cunego, et qui étaient vraiment dans cet état d'esprit de ben, t'y vas, tu passes à l'action, tu te poses pas de questions. Donc c'était vraiment cet état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai commencé pendant mes premiers mois d'entrepreneuriat. Il faut savoir aussi que je suis quelqu'un d'hyper organisé, et à cette époque-là, toute ma vie était millimétrée et chronométrée. Que ce soit dans mes actions, dans mon emploi du temps. Honnêtement, si tu regardes mon emploi du temps de l'époque, de 9h à 10h, je faisais ci. De 11h à midi, je faisais ça. Je ne laissais aucune place à l'improvisation. C'est vraiment en disant ça à voix haute que je me rends compte à quel point j'étais un petit peu tarée. En parallèle de ça, du coup, je me formais au Human Design. Et moi, il faut savoir, du coup, je suis un type projecteur. Un projecteur, c'est un type en Human Design qui a besoin de repos, qui n'a pas forcément autant d'énergie que les autres. Et dans les bouquins, entre guillemets, un projecteur est censé, je remets des guillemets, bosser entre 4 à 6 heures par jour maximum. Et même sachant ça, je me disais, mais cette manière de fonctionner là, de projecteur, ça me correspond pas. C'est pas moi. Ça correspond pas en fait à tout ce que j'ai fait toute ma vie, à tout ce que l'on m'a dit sur le fait de travailler. Moi, il fallait que je travaille dur si je veux réussir. Il faut que je mette un maximum d'efforts si je veux réussir. Je voyais bien qu'il y a un truc qui était pas logique, qui était pas aligné parce que je voyais bien quand même que j'étais fatiguée quand je bossais non-stop toute la journée. Le lendemain, honnêtement, j'étais bonne à rien et je restais toute la journée au lit. Et je me rappelle, à cette époque-là, je demandais à d'autres projecteurs dans la formation de Human Design dans laquelle j'étais, mais comment est-ce que vous faites? Et j'étais hyper frustrée parce que même si je savais que j'étais censée, entre guillemets, opérer comme si que j'étais faite pour opérer de cette manière-là, je ne savais pas comment faire. Du coup, j'ai continué sur le mode que j'ai toujours connu. Jusqu'à ce que est arrivé ce qui devait arriver. Fin juillet de l'année dernière, j'ai senti un truc bizarre au niveau de mon aine, au niveau de mon corps, vraiment qui arrivait de nulle part. Genre, du jour au lendemain, c'est arrivé. On me dit d'aller aux urgences. Moi, honnêtement, j'y vais les mains dans les poches, hein. C'est là qu'on me dit, t'as un abcès, il faut qu'on t'opère. Et moi, j'étais pas prête. Moi, je me suis dit, je suis arrivée aux urgences. Bon, je repars dans 1 heure. Je retourne travailler. J'avais des rendez-vous, tout ça, tout ça. Je me suis fait opérer. J'ai dû rentrer chez moi parce que je ne pouvais plus marcher. J'ai eu des soins d'infirmière qui passaient tous les jours pendant 6 semaines et ça m'a obligée à ralentir. Ma tête voulait pas ralentir. Du coup, mon corps m'a forcé à ralentir. Et là, ça a été une grosse claque. Et c'est là que je me suis dit, mais Eva, en fait, c'est pas possible. Tu peux pas continuer comme ça. Il faut que tu trouves une autre manière de faire parce qu'en fait, ça va te tuer à petit feu. Et c'est en même temps à cette époque-là, l'été dernier, que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était l'énergie féminine, à lâcher prise, à ralentir. J'ai commencé à me faire accompagner sur ces sujets-là, mais ça a été hyper compliqué. J'ai dû vraiment en fait réapprendre une toute autre manière de faire. Et j'avais pas le choix parce que ma santé en dépendait, mon bien-être en fait en dépendait. J'ai fait un énorme travail sur moi pour apprendre à ralentir, pour apprendre à revenir dans le moment présent, lâcher ce besoin de m'accrocher, ce besoin de faire toujours plus et de culpabiliser, même de ne pas travailler. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça a vraiment été un travail qui s'est fait au fur et à mesure. Mais ouais, à partir de là, je suis devenue une toute autre personne. Je suis revenue à Lille
Et vraiment, mais même mes copines ne me reconnaissaient plus. Et en parallèle, en fin de l'année dernière, j'étais hyper frustrée parce que mon business ne décollait pas de sport et nutrition. Et un truc hyper drôle qui s'est passé, je faisais des interventions d'entreprise sur le human design, sur la connaissance de soi, j'animais des ateliers et on me contactait pour le human design. Et j'étais là en mode, mais what the fuck, je veux pas vendre de human design, je veux vendre mes accompagnements sport et nutrition. Enfin, foutez-moi la paix avec le human design. Les invitations sur tout ce qui a été mindset, human design, venaient à moi tomber toute seule. Et il faut savoir que en tant que projecteur, la stratégie du projecteur, c'est attendre l'invitation. J'ai vécu du coup une vraie bataille intérieure entre mon ego et mon intuition. C'est comme si l'univers, mon cœur, mon corps me disait justement, mais suis ça en fait. Suis le human design, suis la connaissance de soi. Et, et mon ego, il était là en mode, non, 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 tu as commencé avec le sport et la nutrition, tu continues sur ça, tu as vu tout l'argent que tu as investi, tu as vu tout ce que tu as fait pour ça. Non, tu ne laisses pas tomber, t'abandonnes pas. J'ai écouté mon intuition et j'ai pris la décision, du coup, fin d'année dernière, de changer de positionnement et de tout recommencer. Ça a été hyper compliqué, ça a été hyper challengeant, en fait, de faire taire justement mon ego et de suivre mon intuition, mais tout ce que j'ai appris et vécu dans mon business, je me devais de le transmettre. Parce qu'aujourd'hui, je vois encore trop de personnes se tuer à la tâche pour leur business, se forcer à faire des actions qui ne sont pas alignées avec elles, d'essayer de forcer contre un mur. C'est pas normal. Aujourd'hui, on est tous énormément drivés par la logique, par notre ego, par notre tête, ce qu'on nous crie de ce qu'on est censé faire, de ce qui est censé marcher. Ta logique, elle marche selon ce que tu connais, selon ce que ta logique pense être vrai, selon tes croyances, selon tes expériences, selon les expériences des autres, selon tes conditionnements, selon la peur aussi. Mais ça n'a pas besoin de faire sens. Et je me suis vraiment rendu compte que aujourd'hui, tout est une bataille entre ton intuition, ton corps et ta logique, ce que tu es censé faire, ce qui devrait marcher. Mais même si des fois mes choix ne sont pas logiques, ne font pas de sens, mon corps, il sait. Choisir de me repositionner, peut-être que ça ne faisait pas sens. Parce que oui, j'avais déjà une offre, parce que j'avais investi beaucoup d'argent sur tout ça. Mais tant pis. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois ce que je fais, quand je vois les transformations que j'apporte et que j'enseigne, ce que j'ai intégré, mais c'est juste exceptionnel. Je me sens tellement vibrer ce que j'apporte et c'est juste incroyable. Il n'y aura jamais rien de plus vrai que toi. Ton corps a les réponses, ton aura, ton essence, ils ont les réponses, même si ça fait pas sens. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aider le plus de femmes possible à faire les choses autrement, à faire les choses à leur manière de faire. Parce qu'il n'y aura jamais de bonne ou de mauvaise manière de faire, parce que la seule bonne manière de faire, c'est la tienne. N'hésite pas à me partager tes retours sur Instagram si ne serait-ce qu'une partie de mon parcours et de mon histoire t'ont parlé. Je te souhaite une très très belle journée ou une très très bonne soirée. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.